Parler très rapidement de ce qu'on entend fin 16e, début du XVIIe siècle par la raison d'État. Et ceci en m'appuyant sur un certain nombre de textes, soit italiens comme celui de Palazzo, soit anglais comme un texte de Bacon, soit des textes français, ou encore celui de Chemnitz dont je vous avais parlé la dernière fois et qui me paraît singulièrement important. Bon, qu'est-ce qu'on entend par raison d'État ? Je vais commencer, si vous voulez, par me référer à 2 ou 3 pages du traité de Palazzo, publié en italien tout à la fin du XVIe siècle, ou peut-être dans les premières années du XVIIe. En tout cas, il existe à la Nationale une édition italienne de 1606, qui n'est peut-être pas la première, et en tout cas, la traduction française, la première et unique traduction française, date de 1611. Ce traité discours du gouvernement et de la vraie raison d'État. Et dans les premières pages, Palazzo pose tout simplement la question: qu'est-ce qu'il faut entendre par raison et qu'est-ce qu'il faut entendre par État? Raison, dit-il, et vous allez voir combien tout ceci est, disons scolastique au sens banal et trivial du terme. Qu'est-ce que c'est que raison? Eh bien, raison est un mot qui s'emploie en 2 sens. Raison, c'est l'essence entière d'une chose, c'est ce qui constitue l'union, la réunion de toutes ces parties, c'est le lien nécessaire entre les différents éléments qui la constituent. Voilà ce qu'est la raison. Mais raison est employée aussi en un autre sens. La raison, c'est, si vous voulez, subjectivement, une certaine puissance de l'âme, qui, d'une part, permet justement de connaître la vérité des choses, c'est-à-dire justement ce lien, cette unité, cette intégrité des différentes parties de la chose et qui la constitue. La raison, c'est donc ce moyen de connaissance, mais c'est également quelque chose qui permet à la volonté de se régler sur ce qu'elle connaît, c'est-à-dire de se régler sur l'essence même des choses. C'est donc la raison sera donc l'essence des choses, la connaissance de la raison des choses, et cette espèce de force qui permet, et jusqu'à un certain point oblige la volonté à suivre l'essence même des choses. Voilà pour la définition du mot raison. Définition du mot État. État, dit Palazzo, est un mot qui s'emploie en 4 sens. Un État, c'est un domaine, dominion. Deuxièmement, État, c'est une juridiction, dit-il, c'est un ensemble de lois, de règles, de coutumes, un petit peu, si vous voulez, ce que nous appellerions, là j'emploie bien sûr un mot qu'il n'utilise pas, une institution, un ensemble d'institutions. Troisièmement, État, c'est, dit-il, ou dit le traducteur, dont je suis les mots ici, une élection de vie, c'est-à-dire en quelque sorte un statut individuel, une profession, l'état de magistrat ou l'état de célibat ou l'état religieux. Et enfin, quatrièmement, l'État, bien dit-il, c'est la qualité d'une chose, qualité qui s'oppose au mouvement. Un état, c'est ce qui rend quelque chose, sinon tout à fait immobile, alors là je passe sur les détails, car, dit-il, certaines immobilités seraient contraires au repos même de la chose. Il faut que certaines choses se meuvent pour pouvoir rester réellement en repos, mais en tout cas c'est une qualité, cet état, qui fait que la chose reste ce qu'elle est. Bon. Eh bien, la République. Qu'est-ce que c'est que la République? Eh bien, la République, c'est un État, et c'est un État aux 4 sens du mot que je viens de dire. Une République, c'est d'abord un domaine, un territoire, c'est ensuite une juridiction, un ensemble de lois, de règles, de coutumes. La République, c'est, sinon un État, du moins un ensemble d'États, c'est-à-dire d'individus qui se définissent par leur statut, et enfin, la République, c'est une certaine stabilité de ces 3 choses précédentes, domaine, juridiction, institution, ou statut des individus. Eh bien, qu'est-ce qu'on va appeler raison d'État? On va appeler raison d'État ce qui est nécessaire. Alors, en 2 sens. 2 sens du mot raison, objectif et subjectif. Objectivement, on appellera raison d'État ce qui est nécessaire et suffisant pour que l'État
aux 4 sens du mot que je viens de dire. La République, dans ces 4 sens du mot État, conserve exactement son intégrité. Par exemple, prenons l'aspect territorial de la République. Eh bien, on dira que si tel fragment du territoire, telle ville située dans le territoire, telle forteresse qui le défend, est effectivement indispensable au maintien de l'intégrité de cet État, on dira que cet élément, ce territoire, ce fragment de territoire, cette citadelle, eh bien, cette ville feront partie de la raison d'État de cette République. Et maintenant, si on prend le côté positif du mot raison, on appellera raison d'État quoi? Eh bien, une règle ou un art, je vous cite là le texte de Palazzo, une règle ou un art qui nous fait connaître les moyens pour obtenir l'intégrité, la tranquillité ou la paix de la République. Cette définition formelle, cette définition scolastique au sens trivial du mot, n'est pas propre à Palazzo, et vous la retrouveriez pratiquement chez la plupart des théoriciens de la raison d'État. Je vous cite un texte de Chemnitz, beaucoup plus tardif, donc, puisqu'il date de 1647. Chemnitz, dans ce texte, dit, qu'est-ce que c'est que la raison d'État? Eh bien, c'est un certain égard politique que l'on doit avoir dans toutes les affaires publiques, dans tous les conseils et desseins, et qui doit tendre uniquement à la conservation, à l'augmentation, à la félicité de l'État, à quoi on doit employer les moyens les plus faciles et les plus prompts. Cet ensemble de définitions, plutôt cette définition de Palazzo confirmée par les autres, Chemnitz et bien des théoriciens de la raison d'État. Cette définition, vous voyez qu'elle présente immédiatement des caractères très visibles. D'abord, rien dans cette définition de la raison d'État ne se réfère à autre chose qu'à l'État lui-même. Vous n'avez aucune référence à un ordre naturel, à un ordre du monde, à des lois fondamentales de la nature, ni même à un ordre divin. Rien du cosmos, rien de la nature, rien de l'ordre divin n'est présent dans la définition de la raison d'État. Deuxièmement, vous voyez que cette raison d'État est fortement articulée autour du rapport essence et savoir. La raison d'État, c'est l'essence même de l'État, et c'est également la connaissance qui permet de suivre en quelque sorte la trame de cette raison d'État et d'y obéir. C'est donc un art avec son côté de pratique et son côté de connaissance. Troisièmement, vous voyez que la raison d'État, c'est essentiellement quelque chose de conservateur, disons conservatoire. Il s'agit essentiellement, dans cette raison d'État, par cette raison d'État, de repérer ce qui est nécessaire et suffisant pour que l'État existe et se maintienne dans son état d'intégrité. Au besoin, c'est ce qui est nécessaire et suffisant pour rétablir cette intégrité si elle venait à être entamée. Mais cette raison d'État n'est en aucune manière un principe de transformation, je dirais même d'évolution de l'État. Bien sûr, vous trouvez le mot augmentation sur lequel je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Mais cette augmentation n'est au fond que la majoration, le perfectionnement d'un certain nombre de traits et de caractères qui constituent déjà effectivement l'État, et ça n'en est en aucune manière la transformation. La raison d'État est donc conservatrice. Il s'agit, dira le marquis du Châtelet dans la seconde moitié du XVIIe siècle, il s'agit de parvenir à une juste médiocrité. Enfin, et c'est là sans doute le trait le plus caractéristique, c'est que dans cette raison d'État, vous voyez qu'il n'y a rien qui concerne quelque chose comme une finalité antérieure, extérieure ou ultérieure à l'État lui-même. Bien sûr, on va parler de la félicité. Bien sûr, c'est dans le texte de Chemnitz. Bien sûr, d'autres textes parleront aussi du bonheur. Mais cette félicité, ce bonheur, cette perfection,
De qui sont-ils? À qui sont-ils attribués? Et à qui faut-il les rapporter? À l'État lui-même. Souvenez-vous de la manière dont saint Thomas parlait de ce qu'était la République et de ce qu'était le gouvernement royal. Le gouvernement royal relevait bien d'un certain art terrestre, mais l'objectif final du gouvernement royal était de faire en sorte que les hommes sortant de leur statut terrestre et libérés de cette République humaine puissent arriver à quelque chose qui était la félicité éternelle et la jouissance de Dieu. C'est-à-dire que finalement, l'art de gouverner, l'art de régner chez saint Thomas était toujours ordonné à cette fin extraterrestre, à cette fin extra-étatique, j'allais dire extra-républicaine, hors de la res publica, et c'était à cette fin que la res publica devait être, en dernier lieu et en dernière instance, ordonnée. Ici, rien de tel. La fin de la raison d'État, c'est l'État lui-même, et s'il y a quelque chose comme une perfection, comme un bonheur, comme une félicité, ce ne sera jamais que ce ou celle de l'État lui-même. Il n'y a pas de dernier jour. Il n'y a pas de point ultime. Il n'y a pas de quelque chose comme une organisation temporelle, unique et finale. Objection aussitôt que Palazzo se fait. Était-ce des objections qu'il avait rencontrées? Est-ce qu'il les imagine lui-même? Peu importe. Elles sont intéressantes parce que Palazzo dit ceci. Mais enfin, si le gouvernement, si l'art de gouverner, en suivant cette raison d'État, n'a au fond aucune fin qui soit étrangère à l'État lui-même, si on ne peut rien proposer aux hommes d'au-delà de cet État, si au fond l'État n'a pas la raison d'État n'a pas de finalité, est-ce qu'après tout on ne peut pas s'en passer? Est-ce qu'après tout pourquoi les hommes seraient-ils obligés d'obéir à un gouvernement qui ne leur propose aucune fin à eux personnelle et à eux extérieure à l'État? Et deuxième objection, s'il est vrai que la raison d'État n'a de fin que conservatrice, ou d'objectif en tout cas que conservatrice, si ces fins sont toutes intérieures au maintien même de l'État, alors est-ce qu'il ne suffit pas que la raison d'État intervienne simplement lorsque, par un accident qui peut se produire dans certains cas, mais ne se produira pas tout le temps, si par accident, l'existence de l'État se trouve compromise. Autrement dit, est-ce que la raison d'État, l'art de gouverner et le gouvernement lui-même ne doivent pas intervenir simplement lorsqu'il s'agit de corriger un défaut ou de parer à une perte, à un danger immédiat? Donc, est-ce qu'on ne peut pas avoir un gouvernement discontinu et une raison d'État intervenant simplement en certains points et en certains moments dramatiques? Ce à quoi Palazzo répond, pas du tout. La République ne pourrait en aucun moment subsister, elle ne pourrait avoir aucune durée si elle n'était à chaque instant reprise en compte, maintenue par un art de gouverner commandé par la raison d'État. La République elle-même ne serait pas capable, ni suffisante, dit-il, de se conserver en paix l'espace même d'une heure. La faiblesse de la nature humaine, la méchanceté des hommes font que rien dans la République ne pourrait se maintenir s'il n'y avait en tout point, en tout moment, en tout lieu, une action spécifique de la raison d'État assurant d'une façon concertée et réfléchie le gouvernement. Il faut donc toujours un gouvernement et de tout temps un gouvernement. Le gouvernement comme acte de création continue de la République. Bon, je crois que cette thématique générale posée par Palazzo dans sa définition de la raison d'État est importante. Elle est importante pour plusieurs raisons, je n'en retiendrai plus. Et celle-ci, que je crois qu'avec cette analyse de la raison d'État, on voit se dessiner un temps historique et politique qui a, par rapport à celui qui avait pu dominer la pensée du Moyen-Âge et même encore de la Renaissance, des caractères bien particuliers,
car il s'agit justement d'un temps indéfini, du temps d'un gouvernement qui est un gouvernement à la fois perpétuel et conservateur. Premièrement, par conséquent, pas de problème d'origine, pas de problème de fondement, pas de problème de légitimité, pas de problème non plus de dynastie. Même le problème que posait Machiavel, et qui était de savoir comment gouverner étant donné la manière dont on avait pris le pouvoir. On ne peut pas gouverner de la même façon si c'est par héritage, on ne peut pas gouverner, ou si c'est par usurpation, ou si c'est par conquête. Ces problèmes-là n'interviendront plus maintenant, ou n'interviendront que d'une manière seconde. L'art de gouverner et la raison d'État ne posent plus de problème d'origine. On est dans le gouvernement, on est déjà dans le gouvernement, on est déjà dans la raison d'État, on est déjà dans l'État. Deuxièmement, non seulement il n'y a pas de point d'origine qui soit pertinent pour modifier l'art du gouvernement, mais le problème du point terminal ne doit pas se poser. Et ceci est encore sans doute plus important que cela, c'est-à-dire que l'État, la raison d'État, et le gouvernement commandé par la raison d'État n'aura pas à se préoccuper du salut des individus, il n'aura même pas à rechercher quelque chose comme une fin de l'histoire, ou comme un accomplissement, ou comme un point sur lequel, ou comme un point où s'articulerait le temps de l'histoire et l'éternité, rien par conséquent comme ce rêve du dernier empire, qui avait tout de même commandé les perspectives religieuses et historiques du Moyen-Âge. Après tout, au Moyen-Âge, on restait encore dans un temps qui devait, à un certain moment, devenir un temps unifié, le temps universel d'un empire dans lequel toutes les différences seraient effacées, et c'est cet empire universel qui annoncerait et serait le théâtre sur lequel se produirait le retour du Christ. L'empire, le dernier empire, l'empire universel, que ce soit celui des Césars ou que ce soit celui de l'Église, était tout de même quelque chose qui hantait la perspective du Moyen-Âge. Et dans cette mesure-là, il n'y avait pas de gouvernement indéfini, ou il n'y avait pas d'État ou de royaume voué indéfiniment à la répétition dans le temps. Maintenant, au contraire, nous nous trouvons dans une perspective où le temps de l'histoire est indéfini, c'est l'indéfini d'une gouvernementalité pour laquelle on ne prévoit pas de terme de fin. Nous sommes dans l'historicité ouverte à cause du caractère indéfini de l'art politique. Sauf à être corrigé évidemment par un certain nombre de choses sur lesquelles nous reviendrons, l'idée de paix perpétuelle, qui va, je crois, se substituer à l'idée de l'empire terminal, alors que l'empire terminal était au Moyen-Âge la fusion de toutes les particularités et la fusion de tous les royaumes en une seule forme de souveraineté, avec l'idée de paix universelle, qui existait déjà au Moyen-Âge, mais toujours comme un des aspects de l'empire terminal, ou encore comme un des aspects de l'empire de l'Église. La paix universelle va être le lien que l'on va rêver entre des États qui resteront des États. C'est-à-dire que la paix universelle ne sera pas la conséquence d'une unification dans un empire temporel ou spirituel. La paix universelle sera la manière dont différents États, si effectivement les choses marchent, dont les différents États pourront coexister les uns avec les autres selon un équilibre qui empêchera justement la domination de l'un sur les autres. La paix universelle, c'est la stabilité acquise dans et par la pluralité, par une pluralité équilibrée, tout à fait différente par conséquent de l'idée de l'empire terminal. Et puis ça sera corrigé ensuite, cette idée d'une gouvernementalité indéfinie, par l'idée de progrès. L'idée de progrès dans le bonheur des hommes, mais ceci est une autre affaire qui implique justement quelque chose dont on va remarquer l'absence dans toute cette analyse de la raison d'État, et qui est la notion de population. Ceci étant dit, pour situer un petit peu l'horizon général de la raison d'État, je voudrais maintenant reprendre quelques-uns des traits de ce gouvernement des hommes. Mais j'ai l'impression que ce micro ne marche pas, non ? Il n'y a pas une vibration ? C'est un peu... c'est gênant.
Ça. Ah oui. Ça va mieux comme ça? Non, plus rien du tout. Comme ça, oui. Ça vibre un peu. Bon, pardonnez ça. Oui. Alors, voilà, si vous voulez, l'horizon général. Maintenant, quelques traits de ce gouvernement des hommes qui se pratique donc, non plus sous le signe de l'art pastoral, mais sous celui de la raison d'État. Et là, je voudrais, non pas du tout faire une analyse exhaustive, mais pratiquer, j'allais dire quelques sondages, mais le mot est malheureux, quelques coupes, comme ça, en rapportant justement la raison d'État à certains des thèmes importants qu'on avait rencontrés dans l'analyse du pastorat. C'est-à-dire le problème du salut, le problème de l'obéissance et le problème de la vérité. Et pour étudier la manière dont la raison d'État pense, réfléchit, analyse le salut, je prendrai un exemple précis, celui de la théorie du coup d'État. Le coup d'État. Notion très importante dans ce début du XVIIe siècle, puisqu'il y a eu des traités entiers qui ont été consacrés au coup d'État. Texte de Naudet, par exemple, en 1639, qui écrit « Considération politique sur les coups d'État ». Quelques années auparavant, il y avait eu un texte plus polémique, plus immédiatement lié aux événements, un texte de Sirmont qui s'appelait « Coup d'État de Louis XIII », et qui n'était absolument pas un texte polémique contre Louis XIII, mais au contraire. Car le mot de coup d'État, début du XVIIe siècle, ne signifie aucunement la confiscation de l'État par les uns aux dépens des autres qui l'auraient détenu jusque-là et qui s'en trouveraient dépossédés par le coup d'État. Le coup d'État, c'est tout autre chose. Qu'est-ce que c'est qu'un coup d'État dans cette pensée politique du début du XVIIe siècle? Eh bien, le coup d'État, c'est d'abord un suspens, une mise en congé des lois et de la légalité. Le coup d'État, c'est ce qui excède le droit commun. Excessus juris communis dinut. Ou encore, c'est une action extraordinaire contre le droit commun, action qui ne garde aucun ordre, ni aucune forme de justice. En cela, est-ce que le coup d'État est étranger à la raison d'État? Est-ce qu'il constitue une exception par rapport à la raison d'État? Absolument pas. Parce que la raison d'État elle-même, et c'est là, je crois, un point essentiel à bien marquer, la raison d'État elle-même n'est absolument pas homogène à un système de légalité ou de légitimité. La raison d'État, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque chose, dit Chemnitz par exemple, qui permet de déroger à toutes les lois publiques, particulières, fondamentales, de quelque espèce qu'elles soient. La raison d'État doit en effet commander, non pas suivant les lois, mais si c'est nécessaire, la raison d'État doit commander aux lois mêmes, lesquelles doivent s'accommoder à l'état présent de la République. Donc, le coup d'État n'est pas rupture par rapport à la raison d'État, c'est au contraire un élément, un événement, une manière de faire qui s'inscrit tout à fait dans l'horizon général, dans la forme générale de la raison d'État, c'est-à-dire quelque chose qui excède les lois, ou en tout cas qui ne se soumet pas aux lois. Qu'est-ce qu'il y a donc pourtant de spécifique dans le coup d'État et qui fait que ce ne soit pas simplement une manifestation parmi les autres de la raison d'État? Eh bien, c'est ceci. C'est que la raison d'État, qui par nature n'a pas à se plier aux lois, qui dans son fonctionnement fondamental est toujours dérogatoire par rapport aux lois publiques particulières fondamentales, eh bien cette raison d'État, d'ordinaire, respecte les lois. Elle les respecte, non pas en ce sens qu'elle s'inclinerait devant les lois, parce que les lois positives
morale, naturelle, divine serait plus forte qu'elle, mais elle s'incline devant ces lois, elle les respecte dans la mesure où elle veut bien s'incliner devant elles et les respecter, dans la mesure, si vous voulez, où elle les pose comme éléments de son propre jeu. La raison d'État est de toute façon fondamentale par rapport à ces lois, mais dans son jeu ordinaire, la raison d'État en fait usage parce que précisément elle l'estime nécessaire ou utile. Mais il va y avoir des moments où la raison d'État ne peut plus se servir de ces lois et où elle est obligée, par quelque événement pressant et urgent, à cause d'une certaine nécessité, de s'affranchir de ces lois. Et elle va s'affranchir de ces lois au nom de quoi ? Eh bien, au nom du salut de l'État. C'est cette nécessité de l'État par rapport à lui-même qui va, à un certain moment, pousser la raison d'État à balayer les lois civiles, morales, naturelles qu'elle a bien voulu reconnaître et dont elle avait fait jusqu'à présent son jeu. Eh bien, la nécessité, l'urgence, le besoin de salut de l'État lui-même vont exclure le jeu de ces lois naturelles et produire quelque chose qui ne sera en quelque sorte que la mise en rapport direct de l'État à lui-même sous le signe de la nécessité de son salut. L'État va agir de soi sur soi, rapidement, immédiatement, sans règle, dans l'urgence et la nécessité, dramatiquement, et c'est cela le coup d'État. Le coup d'État n'est donc pas confiscation de l'État par les uns aux dépens des autres. Le coup d'État, c'est l'auto-manifestation de l'État lui-même. C'est l'affirmation de la raison d'État qui affirme que l'État doit de toute façon être sauvé, quelles que soient les formes que l'on emploie pour pouvoir le sauver. Coup d'État donc, comme affirmation de la raison d'État, comme auto-manifestation de l'État. Importance, je crois, dans ce repérage de la notion d'État, importance d'un certain nombre d'éléments. D'abord, cette notion de nécessité. Il y a donc une nécessité de l'État qui est supérieure à la loi, ou plutôt, la loi de cette raison particulière à l'État, et qu'on appelle raison d'État, la loi de cette raison sera que de toute façon, le salut de l'État doit l'emporter sur n'importe quoi d'autre. Cette loi fondamentale, cette loi de la nécessité qui au fond n'est pas une loi, excède donc tout le droit naturel, excède le droit positif, excède le droit que les théoriciens n'osent pas dire exactement le droit divin, enfin le droit posé par les commandements même de Dieu, et alors il l'appelle philosophique pour masquer un peu les choses, mais Naudet dira le coup d'État obéit non pas à la justice naturelle universelle, noble et philosophique, mais le mot noble est ironique et le mot philosophique recouvre autre chose. Le coup d'État, dit Naudet, obéit à une justice artificielle, particulière, politique, rapportée à la nécessité de l'État. La politique, par conséquent, n'est donc pas quelque chose qui a à s'inscrire à l'intérieur d'une légalité ou d'un système de loi. La politique a affaire à quelque chose d'autre, même si elle utilise les lois comme instrument quand elle en a besoin à un certain moment. La politique est quelque chose qui a rapport à la nécessité. Et vous trouvez toute une espèce de, non pas philosophie, mais, éloge, exaltation de la nécessité dans ses écrits politiques du début du XVIIe siècle. Quelqu'un comme Lebray, par exemple, dira, ce qui est très curieux par rapport à la pensée scientifique de l'époque, et en opposition très directe avec ça, avec cette pensée scientifique, Lebray dira, si grande est la force de la nécessité, que, comme une souveraine déesse, n'ayant rien de sacré au monde que la fermeté de ses arrêts irrévocables, elle range sous sa puissance toute chose divine et humaine. La nécessité rend muettes les lois, la nécessité fait cesser tous les privilèges pour se faire obéir par tout le monde. Non pas donc
gouvernement en rapport avec une légalité, mais raison d'État en rapport avec une nécessité. Deuxième notion importante, la notion de violence, bien sûr. Car il est de la nature du coup d'État d'être violent. La raison d'État, dans son exercice ordinaire, habituel, n'est pas violente, car justement, elle se donne elle-même et volontairement les lois comme cadre et comme forme. Mais, lorsque la nécessité l'exige, la raison d'État devient un coup d'État, et à ce moment-là, elle est violente, c'est-à-dire qu'elle est obligée de sacrifier, d'amputer, de faire du tort, elle est amenée à être injuste et meurtrière. C'est le principe tout à fait opposé, vous savez, au thème pastoral que le salut de chacun, c'est le salut de tous, et le salut de tous, c'est le salut de chacun. Désormais, on va avoir une raison d'État dont la pastorale sera une pastorale du choix, sera une pastorale de l'exclusion, sera une pastorale du sacrifice de quelques-uns au tout, de quelques-uns à l'État. Pour garder justice aux choses grandes, disait Charon dans une phrase qui est reprise par Naudet, pour garder justice aux choses grandes, il faut quelquefois s'en détourner. Oui, c'est ça. Pour garder justice aux choses grandes, il faut quelquefois s'en détourner dans les choses petites. Et Chemnitz donnera comme bel exemple de la violence nécessaire des coups d'État, eh bien, ce que Charlemagne avait fait chez les Saxons au moment quand il avait fait la guerre aux Saxons et qu'il en avait occupé le territoire, Chemnitz dit que Charlemagne avait établi des juges pour juguler la révolte et l'agitation des Saxons, et ces juges avaient la particularité, premièrement, d'être inconnus du public, de sorte qu'on ne savait pas qui vous jugeait. Deuxièmement, ces juges jugeaient sans connaissance de cause, c'est-à-dire sans avoir rien établi des faits qu'ils reprochaient à ceux qu'ils condamnaient. Troisièmement, leur jugement était sans forme de procès, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun rituel judiciaire, autrement dit, de manière polie pour Chemnitz, de dire que Charlemagne avait établi des assassins chez les Saxons qui tuaient qui il voulait, comme il voulait, sans dire pourquoi. Et il devait tuer qui? Les perturbateurs du repos public et de l'État. Apparaît ici l'idée de crime d'État, alors qu'on aurait pu aussi analyser, parce que c'est une notion très importante qui apparaît à ce moment-là, enfin, qui prend à ce moment-là des dimensions très particulières, et dit Chemnitz, bien sûr, dans ce coup d'État de Charlemagne, il y eut des injustices, des innocents furent condamnés, mais le système ne dura pas, et la fureur des Saxons fut modérée. Donc le coup d'État est violent. Or, comme le coup d'État n'est rien d'autre que la manifestation de la raison d'État, nous en arrivons donc à cette idée qu'il n'y a aucune antinomie, en ce qui concerne l'État du moins, entre violence et raison. On peut même dire que la violence de l'État, ce n'est rien d'autre que la manifestation irruptive, en quelque sorte, de sa propre raison. Et faisant une opposition que vous allez sans doute reconnaître si vous avez lu l'article de Genet dans Le Monde du mois de septembre dernier, un texte qui date du milieu du XVIIe siècle, il a été écrit de la première moitié du XVIIe siècle, il a été écrit sous Richelieu, disait ceci, c'est un texte anonyme: il faut distinguer entre violence et brutalité. Il faut distinguer entre violence et brutalité, car les brutalités, ce sont des violences qui ne se font que par le caprice des particuliers, tandis que les violences se font par le concert des sages, et ce sont des coups d'État. Bossuet a repris aussi l'opposition brutalité et violence, et Genet à son tour, retournant simplement à la tradition et appelant brutalité la violence d'État et violence ce que les théoriciens du XVIIe siècle appelaient brutalité. Troisième notion importante, après nécessité et violence, bien je crois que c'est le caractère nécessairement théâtral du coup d'État. Un coup d'État, en effet, en tant qu'il est l'affirmation irruptive de la raison d'État, le coup d'État
doit se reconnaître aussitôt. Il doit se reconnaître aussitôt selon ses véritables traits, en exaltant la nécessité qu'il le justifie. Bien sûr, le coup d'État suppose une part de secret pour réussir, mais pour pouvoir emporter l'adhésion, et pour que le suspens des lois auxquelles il est nécessairement lié ne soit pas compté à son débit, il faut que le coup d'État éclate au grand jour, et que, éclatant au grand jour, il fasse apparaître sur la scène même sur laquelle il se place la raison d'État qu'il ne fait qu'incarner. Le coup d'État doit cacher sans doute ses procédés et ses cheminements, mais il doit apparaître solennellement dans ses effets et dans la raison qui les soutient. D'où la nécessité de la mise en scène des coups d'État, et on le retrouverait dans la pratique politique de cette époque-là, comme par exemple la journée des dupes, l'arrestation des princes, plus tard l'incarcération de Fouquet. Tout ceci fait du coup d'État une certaine manière pour le souverain lui-même de manifester l'irruption de la raison d'État et la prévalence de la raison d'État sur la légitimité de la manière la plus éclatante possible. On touche là, si vous voulez, je crois, un problème qui est apparemment marginal, mais que je crois malgré tout important, qui est le problème de la pratique théâtrale dans la politique, ou encore la pratique théâtrale de la raison d'État. Le théâtre, enfin cette pratique théâtrale, cette théâtralisation, doit être un mode de manifestation de l'État et du souverain comme dépositaire du pouvoir d'État, et comme détenteur, comme sujet de la raison d'État. Et on pourrait, je crois, opposer ces cérémonies royales qui, du sacre, par exemple, du couronnement jusqu'à l'entrée des villes où les funérailles du souverain marquaient le caractère religieux du souverain et articulaient son pouvoir sur le pouvoir religieux et sur la théologie. On pourrait opposer à ces cérémonies traditionnelles de la royauté cette espèce de théâtre moderne dans lequel la royauté a voulu se manifester et s'incarner, et dont la pratique du coup d'État opéré par le souverain lui-même est une des manifestations les plus importantes. Apparition donc d'un théâtre politique avec comme envers le fonctionnement du théâtre au sens littéraire du terme, comme étant le lieu privilégié de la représentation politique et particulièrement de la représentation du coup d'État. Car après tout le théâtre historique une partie du théâtre historique de Shakespeare, c'est bien le théâtre du coup d'État. Prenez Corneille, prenez même Racine, ce ne sont jamais que des représentations, enfin j'exagère en disant ce ne sont jamais, c'est assez souvent, presque toujours, présentation de coups d'État. D'Andromaque à Athalie, ce sont des coups d'État. Même Bérénice, c'est un coup d'État. Bon, le théâtre classique est, je crois, essentiellement organisé autour de ce coup d'État, tout comme, si vous voulez, dans la politique, la raison d'État se manifeste dans une certaine théâtralité, eh bien, le théâtre, en revanche, s'organise autour de la représentation de cette raison d'État sous sa forme dramatique, intense et violente du coup d'État. Et on pourrait dire que la cour telle que Louis XIV l'a organisée est précisément le point d'articulation, le lieu où se théâtralise la raison d'État, sous la forme d'intrigue, de disgrâce, de choix, d'exclusion, d'exil, etc. Et puis la cour, c'est aussi le lieu où précisément le théâtre va représenter l'État lui-même. Bon, disons d'un mot que à l'époque où l'unité quasi impériale du cosmos s'est disloquée, à l'époque où la nature s'est dédramatisée, s'est libérée de l'événement, s'est affranchie du tragique, eh bien je crois que dans l'ordre politique, quelque chose d'autre se passe, quelque chose d'inverse. Apparaissent au XVIIe siècle, à la fin des guerres de religion, à l'époque précisément de la guerre de 30 ans, et puis des grands traités, et puis la grande recherche de l'équilibre européen, s'ouvre une perspective historique nouvelle, perspective de la gouvernementalité indéfinie, perspective de la permanence des États qui n'auront ni fin ni terme,
apparaît un ensemble d'états discontinus qui sont voués à une histoire qui n'a pas d'espoir puisqu'elle n'a pas de terme, états qui s'ordonnent à une raison dont la loi n'est pas celle d'une légitimité dynastique ou légitimité religieuse, dont la loi est celle d'une nécessité qu'elle doit affronter dans des coups qui sont toujours hasardeux, même s'ils doivent être concertés. État, raison d'État, nécessité, coup d'État risqué, c'est tout ça qui va constituer, si vous voulez, l'horizon, j'allais dire, l'horizon tragique nouveau de la politique et de la politique et de l'histoire. En même temps que naît la raison d'État, naît, je crois, un certain tragique de l'histoire qui n'a plus rien à voir avec la déploration du présent ou du passé, avec le lamento des chroniques qui était, si vous voulez, la forme dans laquelle le tragique de l'histoire apparaissait jusque-là. Un tragique de l'histoire apparaît qui est lié à la pratique politique elle-même, et le coup d'État, c'est en quelque sorte la mise en œuvre de ce tragique sur une scène qui est le réel lui-même. Et ce tragique du coup d'État, ce tragique de l'histoire, ce tragique d'une gouvernementalité qui n'a pas de terme, mais qui ne peut que se manifester en cas de nécessité sous cette forme théâtrale et violente, eh bien, je crois que Naudet, dans un texte assez étonnant, l'a caractérisé quand il donnait sa définition, sa description du coup d'État, et il y a dans ce texte, vous allez voir, quelque chose de très napoléonien, et à une phrase près, quelque chose qui fait assez singulièrement penser eh bien, aux nuits hitlériennes, aux nuits des longs couteaux, etc., à la phrase que vous allez voir. Eh bien, Naudet dit ceci: est-ce coup d'État? On voit plutôt tomber le tonnerre qu'on ne l'a entendu gronder dans les nuées. Dans les coups d'État, les matines s'y disent auparavant qu'on les sonne, l'exécution précède la sentence, tout s'y fait à la judaïque, tel reçoit le coup qui pensait le donner, tel y meurt qui pensait bien être en sûreté, tel en pâtit qui n'y songeait point, tout s'y fait de nuit à l'obscur, parmi les brouillards et les ténèbres. Eh bien, à la grande promesse du pastorat, qui faisait endurer toutes les misères, même celles volontaires de l'ascétisme, eh bien, commence à faire suite maintenant cette dureté théâtrale et tragique de l'État, qui demande qu'au nom de son salut, un salut toujours menacé, jamais certain, eh bien, on accepte les violences comme étant la forme la plus pure de la raison et de la raison d'État. Du coup d'État. Deuxièmement, maintenant, le problème de l'obéissance, et là je vais prendre une toute autre question et un tout autre texte. Autre question, c'est la question des révoltes et des séditions, qui ont été bien entendu jusqu'à la fin du XVIIe siècle un problème politique majeur, et pour lesquels il y a un texte tout à fait remarquable, qui a été écrit par le chancelier Bacon. Bacon, que plus personne n'étudie et qui est certainement un des personnages les plus intéressants de ce début du XVIIe siècle. Je n'ai pas beaucoup l'habitude de vous donner des conseils quant au travail universitaire, mais si certains d'entre vous voulaient étudier Bacon, je crois qu'ils ne perdraient pas leur temps. Enfin bref. Alors Bacon écrit donc un texte qui s'appelle, traduit en français, « Essai sur les séditions et les troubles ». Et là, il donne toute une description, toute une analyse, j'allais dire toute une physique de la sédition et du gouvernement et des précautions à prendre contre les séditions et du gouvernement du peuple sont tout à fait remarquables. Premièrement, prendre les séditions comme une espèce de phénomène non pas tellement extraordinaire que tout à fait normal, naturel, en quelque sorte immanent même à la vie de la République et de la République. Les séditions, dit-il, c'est comme les tempêtes, ça se produit précisément au moment où on attend le moins,
on l'attend le moins dans le calme le plus grand, en des périodes d'équilibre ou d'équinoxe. En ces moments d'égalité et de calme, quelque chose peut parfaitement être en train de se tramer, ou plutôt de naître, d'enfler comme une tempête, la mer s'enfle secrètement, dit-il, et c'est précisément cette signalétique, cette sémiotique de la révolte qu'il faut établir. Eh bien, en période de calme, comment est-ce que l'on peut repérer la possibilité d'une émeute d'une sédition en train de se former? Alors, Bacon, là je vais passer très vite, donne un certain nombre de signes. Premièrement, des bruits, c'est-à-dire des libelles, des pamphlets, des discours contre l'État et contre ceux qui gouvernent qui commencent à circuler. Deuxièmement, que j'appellerais un renversement des valeurs, ou en tout cas des appréciations, chaque fois que le gouvernement fait quelque chose de louable, eh bien, cette chose est prise en mauvaise part par les gens qui sont gouvernés. Troisièmement, les ordres circulent mal. Et on voit que les ordres circulent mal à deux choses. Premièrement, au ton de ceux qui parlent dans le système de diffusion des ordres. C'est-à-dire que ceux qui transmettent les ordres parlent avec timidité, et ceux qui reçoivent les ordres parlent avec hardiesse. Eh bien, quand ce renversement de ton se produit, il faut se méfier. Autre chose, toujours concernant la circulation des ordres, c'est le problème de l'interprétation. Lorsque celui qui reçoit un ordre, au lieu de le recevoir et de l'exécuter, commence à l'interpréter et à insérer en quelque sorte son propre discours entre l'injonction qu'il reçoit et l'obéissance qui devrait normalement suivre. Voilà, si vous voulez, pour tous les signes qui viennent d'en bas et qui semblent prouver que la tempête, même en période d'équinoxe de calme, est en train de se préparer. Puis, il y a des signes qui viennent d'en haut. Les signes qui viennent d'en haut, il faut y faire tout aussi attention. Et les premiers, c'est quand les grands, les puissants, ceux qui entourent le souverain, qui en sont les officiers ou les proches, quand ceux-là montrent bien qu'ils obéissent, non pas tellement aux ordres du souverain, qu'à leur propre intérêt, et qu'ils agissent de leur propre chef. Au lieu, comme dit Bacon, d'être comme des planètes qui tournent avec rapidité sous l'impulsion du premier mobile, en l'occurrence le souverain, eh bien, au lieu de cela, les grands sont comme des planètes perdues dans un ciel sans étoiles. Ils vont n'importe où, ou plutôt ils vont là où ils veulent, au lieu d'être retenus dans l'orbite qui leur est imposée. Et enfin, autre signe lui-même, que le prince, en quelque sorte, se donne à lui-même, et malgré lui. C'est lorsque le prince est incapable, ou ne veut plus, prendre un point de vue qui soit extérieur ou supérieur, aux différents partis qui s'opposent et luttent entre eux à l'intérieur de la République, mais que, spontanément, il prend le parti et soutient les intérêts d'un parti aux dépens des autres, et d'une fraction aux dépens d'une autre. Ainsi dit-il, quand Henri III a pris le parti des catholiques contre les protestants, eh bien, lui-même aurait dû faire attention qu'en faisant cela, il montrait bien que son pouvoir était faible, qu'il n'obéissait pas à la raison d'État, mais simplement à la raison d'un parti, et il donnait ainsi à tout le monde, aux grands comme au peuple, le signe manifeste que le pouvoir était faible et que par conséquent on pouvait se révolter. Les séditions ont donc des signes, elles ont des causes. Et là encore, d'une manière scolastique, si vous voulez, en tout cas très traditionnelle, Bacon dit qu'il y a deux sortes de causes aux séditions, les causes matérielles et les causes occasionnelles. Cause matérielle des séditions, matière des séditions, dit Bacon, ce n'est pas difficile, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que deux. Matière des séditions, c'est d'abord l'indigence. L'indigence, ou du moins l'indigence excessive, c'est-à-dire un certain niveau de pauvreté qui cesse d'être supportable. Et, dit Bacon, les rébellions qui viennent du ventre
sont les pires de toutes. Deuxième matière de la sédition, en dehors du ventre, eh bien la tête, c'est-à-dire le mécontentement. Phénomène d'opinion, phénomène de perception, qui n'est pas, et là Bacon y insiste, nécessairement corrélatif avec le premier, c'est-à-dire l'état du ventre. On peut parfaitement être mécontent, alors que finalement la pauvreté n'est pas très très grande, car les phénomènes de mécontentement sont des phénomènes qui peuvent naître pour un certain nombre de raisons et de causes sur lesquelles on reviendra, et qui sont sans commune mesure avec la réalité même. C'est en effet, dit Bacon, une des propriétés, les caractères de la naïveté du peuple, de s'indigner de choses qui n'en valent pas la peine et d'accepter en revanche des choses qu'il ne devrait pas tolérer. Mais les choses étant ce qu'elles sont, il faut tenir compte et du ventre et de la tête, il faut tenir compte et de l'indigence et de l'état de l'opinion. Faim et opinion, ventre et tête, voilà les deux matières de la sédition. Ce sont, dit Bacon, comme deux matières inflammables, c'est-à-dire qu'elles sont absolument indispensables, ces deux conditions, le ventre et l'opinion, ou le ventre ou l'opinion. Elles sont absolument indispensables pour qu'il y ait sédition. Quant aux causes, eh bien, ça va être comme ces éléments enflammés qui viennent tomber sur une matière combustible. Après tout, on ne sait pas très bien d'où elles viennent, et ça peut être un peu n'importe quoi. Et ces causes occasionnelles, Bacon les énumère dans un grand désordre. Ça peut être, dit-il, un changement dans la religion, ça peut être une modification dans la distribution des privilèges, ça peut être un bouleversement dans les lois et les coutumes, ça peut être un changement dans le régime des impôts, ça peut être aussi le fait que le souverain élève à des postes importants des gens indignes, ça peut être la présence trop nombreuse et l'enrichissement trop manifeste des étrangers, ça peut être également des raretés de grains et de subsistance et l'élévation des prix. Tout ce qui, en tout cas, dit Bacon, en offensant unit. C'est-à-dire, il y a cause occasionnelle de sédition lorsque on fait accéder au niveau d'un mécontentement conscient un certain nombre d'éléments qui jusque-là étaient restés en quelque sorte dissociés et indifférents, lorsqu'on produit le même type de mécontentement chez des gens différents, et par conséquent, ce qui les amène à s'unir malgré la divergence de leurs intérêts. La sédition a donc des causes, elle a des remèdes. Ces remèdes, eh bien, il ne faut absolument pas chercher à les appliquer à cette série de causes occasionnelles, puisque précisément ces causes occasionnelles sont très nombreuses, et si telle cause occasionnelle est supprimée, il y en aura toujours une autre qui viendra allumer ces matières inflammables. En réalité, les remèdes doivent porter sur les matières inflammables, c'est-à-dire sur le ventre et la tête, ou encore sur l'indigence et le mécontentement. Remède contre l'indigence, là je passe vite, mais l'intéressant, je crois, c'est, si vous voulez, la nature même des remèdes proposés. Ôter l'indigence et la pauvreté, eh bien, dit Bacon, ça va être contrôler les prix, modérer les taxes et les impôts, ça sera réprimer le luxe et empêcher la paresse, la fainéantise, le vagabondage, la mendicité. Ça va être favoriser le commerce intérieur, multiplier la circulation de l'argent, en diminuant le taux d'intérêt, en évitant les trop grandes propriétés, en élevant le niveau de vie. Enfin, il n'emploie pas cette expression, il dit il vaut mieux faire en sorte que beaucoup de gens dépensent un peu que peu de gens dépensant beaucoup. Il faut favoriser le commerce extérieur, en accroissant la valeur des matières premières par le travail, en assurant à l'étranger le service des transports, etc. Il faut aussi, dit-il, équilibrer les ressources et la population et faire qu'il n'y ait pas trop de population pour les ressources dont dispose l'État. Il faut équilibrer aussi les proportions entre la population productive et les non productifs, que sont les grandes clergés, etc. Bon, c'est donc tout ça qu'il faut faire pour empêcher, pour éteindre cette cause matérielle de révolte que constitue l'indigence. Du côté du mécontentement, il faut là aussi
toute une série de techniques et de procédés, et Bacon dit, au fond, il y a deux catégories d'individus à l'intérieur de l'État. Il y a le peuple et il y a les grands. Or, en fait, il n'y a de sédition véritable et véritablement dangereuse que le jour où le peuple et les grands viennent à s'unifier. Car le peuple en lui-même, dit-il, est trop lent, et il n'entrerait jamais en révolte s'il n'y avait l'instigation de la noblesse. Quant à la noblesse, étant évidemment peu nombreuse, elle est faible, et elle restera faible tant que le peuple ne sera pas lui-même disposé au trouver. Un peuple lent et une noblesse faible, c'est cela qui garantit le fait que la sédition ne pourra pas avoir lieu et que les mécontentements ne se coaguleront pas. Or, dit Bacon, au fond, si on regarde du côté des grands et des nobles, il n'y a pas de véritable problème, parce que les grands et les nobles, on s'en accommode toujours, ou bien on les achète, ou bien on les exécute. Un noble, ça se décapite, un noble, ça trahit, donc un noble, c'est toujours de notre côté, et ça ne fera pas de problème. En revanche, le problème du mécontentement du peuple est beaucoup plus grand et beaucoup plus difficile, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus difficile à résoudre. Il faut faire en sorte que ce mécontentement du peuple, d'une part, n'arrive jamais à un point tel qu'il ne trouve d'autre issue que l'explosion dans la révolte et la sédition, c'est-à-dire il lui faut toujours laisser un petit peu d'espérance. Deuxièmement, il faut faire ensuite que le peuple, qui est lent et qui par lui-même ne peut rien faire, ne trouve jamais un chef chez les nobles. Il faudra donc précisément établir toujours une coupure ou une rivalité d'intérêts entre les nobles et le peuple, de manière à ce que cette coagulation de mécontentement ne se produise pas. Bon, vous citez tout ceci en réalité parce que je crois que si on compare ce texte avec celui de Machiavel, qui par un certain nombre de côtés lui ressemble, on voit tout de même très vite apparaître les différences. Il faut noter d'ailleurs tout de suite que Bacon se réfère à Machiavel et le cite avec éloge. Malgré cela, je crois qu'on peut voir la différence. Le problème posé par Machiavel, qu'est-ce que c'était ? C'était essentiellement le problème du prince qui menaçait d'être dépossédé. Comment le prince doit-il faire pour n'être pas dépossédé ? C'était donc, si vous voulez, l'acquisition ou la perte de la principauté qui était essentiellement mise en question par Machiavel. Ici, au fond, jamais le problème de la dépossession du roi, jamais la possibilité que le roi ne soit chassé et ne perde son royaume, jamais cela n'est évoqué. Ce qui est évoqué, c'est au contraire une sorte de possibilité perpétuellement présente à l'intérieur de l'État et qui fait en quelque sorte partie de la vie quotidienne des États, en tout cas des virtualités intrinsèques même à l'État. Cette virtualité, c'est qu'il y ait sédition et émeute. La possibilité de la sédition et émeute est quelque chose avec lequel il faut bien gouverner. Et le gouvernement sera précisément, un de ses aspects, la prise en charge de cette possibilité de l'émeute et de la sédition. Deuxièmement, Machiavel distinguait bien ce qui vient du peuple et ce qui vient des grands. C'est une idée machiavélienne aussi qu'il faut faire bien attention que le mécontentement des grands et le mécontentement du peuple n'aillent jamais de pair et ne viennent jamais à se renforcer l'un l'autre. Mais, pour Machiavel, l'essentiel du danger venait des grands, en tout cas venait des ennemis du prince, venait de la part de ceux qui pensaient au complot et tramaient des complots. Pour Machiavel, au fond, le peuple était essentiellement passif, naïf. Il avait à servir d'instrument au prince, sans quoi il servait d'instrument aux grands. Mais le problème, c'était le débat entre le prince et ses rivaux extérieurs ou rivaux intérieurs, ceux qui faisaient des coalitions militaires contre lui ou ceux qui faisaient des complots intérieurs contre lui. Pour Bacon, vous voyez bien que le problème, ce n'est pas les grands, justement. Le problème, c'est le peuple. Le peuple, pour Bacon, il est également naïf, tout comme chez Machiavel. Mais c'est lui qui va être l'objet essentiel de ce qui, justement, doit être le gouvernement d'un État. Tant qu'il s'agissait
avec Machiavel, de maintenir une principauté, on pouvait penser aux grands et aux rivaux. Maintenant qu'il s'agit de gouverner selon la raison d'État, ce à quoi il faut penser, ce qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit, c'est le peuple. Le problème du gouvernement, ce ne sont pas les rivaux du prince, c'est le peuple, car les grands, encore une fois, ça s'achète ou ça se décapite, c'est proche du gouvernement, alors que le peuple, lui, le peuple est quelque chose qui est à la fois proche et à distance, il est réellement difficile, il est réellement dangereux. Gouverner, ça va être essentiellement gouverner. Troisième différence, je crois, entre Bacon et Machiavel, c'est que les calculs de Machiavel portent essentiellement, me semble-t-il, sur, les qualificatifs du prince. Qualificatifs réels ou apparents. Le problème de Machiavel, c'est de dire, est-ce que le prince doit être juste ou est-ce qu'il doit être injuste? Est-ce qu'il doit apparaître juste ou est-ce qu'il doit apparaître injuste? Comment doit-il apparaître redoutable? Comment doit-il cacher sa faiblesse, etc. C'est toujours les épithètes, au fond, du prince, qui sont en jeu dans le calcul machiavélien. Avec Bacon, on a affaire au contraire à un calcul qui ne porte pas sur les épithètes, sur les qualificatifs réels ou apparents du prince. C'est un calcul qui va apparaître sur des éléments à la fois capitaux et réels, si vous voulez, c'est-à-dire, et alors là je me réfère au remède qu'il proposait à propos des séditions, à l'économie. Le calcul du gouvernement de Bacon doit porter sur les richesses, leur circulation, les impôts, les taxes, etc. C'est tout ça qui va être l'objet du gouvernement. Donc calcul qui porte sur cet élément de l'économie et calcul qui porte également sur l'opinion, c'est-à-dire non pas l'apparence du prince, mais ce qui se passe dans la tête des gens qui sont gouvernants. Économie et opinion. Ce sont là, je crois, les deux grands éléments de réalité que le gouvernement aura à manipuler. Or, ce qu'on retrouve là en filigrane, à peine dessiné chez Bacon, c'est en réalité la pratique politique de l'époque, puisque c'est à cette époque, à partir de cette époque, qu'on voit se développer, d'une part, une politique qui va être une politique de calcul économique avec le mercantilisme, qui n'est pas théorie, mais avant tout essentiellement pratique politique, et deuxièmement, les premières grandes campagnes d'opinion qui vont se développer à ce moment-là, et qui, en France, vont accompagner tout le gouvernement de Richelieu. Richelieu a inventé la campagne politique par voie de libelles, de pamphlets, etc., et a inventé cette profession de manipulateur de l'opinion que l'on appelait à cette époque-là les publicistes. Naissance des économistes, naissance des publicistes. Ce sont les deux grands aspects du champ de réalité, enfin c'est les deux éléments corrélatifs du champ de réalité qui apparaît comme corrélatif du gouvernement, l'économie et l'opinion. Bon, enfin, troisièmement, là je serai très rapide parce que d'une part l'heure a passé, puis c'est des choses qui sont beaucoup plus connues bien qu'elles soient tout à fait capitales, c'est le problème de la raison d'État et de la vérité. Raison d'État et vérité. La ratio status, la rationalité intrinsèque à l'art de gouverner, eh bien, elle implique, tout comme le pastorat, une certaine production de vérité, mais très différente dans ses circuits et dans ses cycles de celle que l'on trouve dans le pastorat lui-même. Ce n'est que dans le pastorat, il fallait qu'il y ait, premièrement, une vérité enseignée, il fallait, dans l'économie de vérité du pastorat, que le pasteur connaisse ce qui se passe dans sa communauté, il fallait que chacun de ceux qui étaient les brebis du pasteur découvre en lui-même une vérité qu'il porte au jour et dont le pasteur se trouve, sinon le juge et le garant, du moins le témoin perpétuel. Bon, c'était tout ce cycle de vérité qui caractérisait le pastorat. Dans le cas de la raison d'État et de cette nouvelle manière de gouverner les hommes, on va avoir aussi tout un champ de vérité, mais évidemment d'un type entièrement différent. Premièrement, au niveau du contenu, qu'est-ce qui est nécessaire de savoir pour gouverner? Bien, je crois que là, on voit un phénomène important, une transformation qui est capitale. Dans l'image, dans la représentation, dans l'art de gouverner, tel qu'il avait été défini jusqu'au début du XVIe siècle, au fond, le souverain avait essentiellement à être sage et prudent. Être sage voulait dire quoi? Être sage, c'était connaître les lois.
connaître les lois positives du pays, connaître les lois naturelles qui s'imposent à tous les hommes, connaître bien sûr les lois et les commandements de Dieu lui-même. Être sage, c'était aussi connaître les exemples historiques, les modèles de vertu, et en faire comme autant de règles de comportement. D'autre part, le souverain avait à être prudent, c'est-à-dire savoir dans quelle mesure, à quel moment, selon quelles circonstances, il fallait appliquer effectivement cette sagesse. À quel moment, par exemple, il fallait que les lois de la justice soient appliquées dans toute leur rigueur, à quel moment, au contraire, il fallait que les principes de l'équité l'emportent sur les règles formelles de la justice. C'était sagesse et prudence, c'est-à-dire finalement un maniement des lois. Je crois qu'à partir du XVIIe siècle, on voit apparaître comme caractérisation du savoir nécessaire à celui qui gouverne tout autre chose. Ce que le souverain, celui qui gouverne, le souverain en tant qu'il gouverne, doit connaître, eh bien, ce ne sont pas simplement les lois, ce n'est même pas premièrement ni fondamentalement les lois, bien qu'on s'y réfère toujours, bien sûr, qu'il soit nécessaire de les connaître, mais ce qui est, je crois, à la fois nouveau et capital et déterminant, c'est que le souverain doit connaître ces éléments qui constituent l'État, au sens où Palazzo, dans le texte par lequel je commençais, parlait de l'État. C'est-à-dire, il faut celui qui gouverne connaisse les éléments qui vont permettre le maintien de l'État dans sa force, ou le développement nécessaire de la force de l'État pour qu'il ne soit pas dominé par les autres et qu'il ne perde pas son existence en perdant sa force ou sa force relative, c'est-à-dire que la connaissance, le savoir nécessaire au souverain sera une connaissance des choses plus qu'une connaissance de la loi, et ces choses que le souverain doit connaître, ces choses qui sont la réalité même de l'État, c'est précisément ce qu'on appelle à l'époque la statistique. La statistique, étymologiquement, c'est la connaissance de l'État, la connaissance des forces et des ressources qui caractérisent un État à un moment donné. Par exemple, connaissance de la population, mesure de sa quantité, mesure de sa mortalité, de sa natalité, etc. Estimation des différentes catégories d'individus dans un État et de leur richesse. Estimation des richesses virtuelles dont dispose un État, les mines, les forêts, etc. Estimation des richesses produites, estimation des richesses qui circulent, estimation de la balance commerciale, mesure des effets des taxes et des impôts. Bon, ce sont toutes ces données et bien d'autres qui vont constituer maintenant le contenu essentiel du savoir du souverain, non plus donc corpus de lois ou habileté à les appliquer quand il faut, mais ensemble de connaissances techniques qui caractérisent la réalité de l'État lui-même. Techniquement, bien sûr, cette connaissance de l'État posait un grand nombre de difficultés qui ont fait que la statistique s'est précisément développée d'abord là où les États étaient plus petits ou là où il y avait une situation favorable, comme par exemple dans l'Irlande occupée par l'Angleterre, où la nécessité et la possibilité de savoir exactement ce qu'il y avait et quelles en étaient les possibilités et ressources étaient données par la petitesse du pays et rendues possibles par la domination absolue et l'occupation militaire qui était faite, développement aussi de la statistique dans les petits États allemands, puisque là, les unités, en quelque sorte, de recherche étaient plus petites, nécessité aussi, à cause de ces difficultés techniques, de repenser tout l'appareil, enfin de penser plutôt un appareil administratif non encore existant, mais qui serait tel que l'on puisse à chaque instant connaître exactement ce qui se passe dans le royaume, un appareil administratif qui ne soit pas simplement l'agent d'exécution des ordres du souverain ou l'agent de prélèvement des taxes, richesses, hommes, etc., dont le souverain a besoin, mais un appareil administratif qui soit en même temps un appareil de savoir. L'enquête comme dimension essentielle à l'exercice du pouvoir. Bon, on pourrait ajouter à cela un certain nombre d'autres éléments, comme par exemple le problème du secret.
Le savoir, en effet, que l'État doit se former de lui-même et à partir de lui-même. Ce savoir, il risquerait de perdre un certain nombre de ses effets et de n'avoir pas les conséquences qu'on en attend si, au fond, tout le monde savait ce qui se passe. Et en particulier, les ennemis de l'État ou les rivaux de l'État ne doivent pas savoir quelles sont les ressources réelles dont ils disposent, en hommes, en richesses, etc. Donc, nécessité du secret, nécessité de l'enquête par conséquent, qui soit coextensif en quelque sorte à l'exercice d'une administration, mais nécessité aussi d'un codage précis de ce qui peut être publié et de ce qui ne doit pas l'être. C'est ce qu'on appelait à l'époque, et qui faisait partie explicitement de la raison d'État, les arcana imperii, les secrets du pouvoir, et les statistiques en particulier ont été longtemps considérées comme secrets du pouvoir à ne pas divulguer. Et troisièmement, enfin, toujours dans cet ordre de la pratique de la vérité, le problème du public. C'est-à-dire que la raison d'État doit intervenir sur la conscience des gens, non pas simplement pour leur imposer un certain nombre de croyances vraies ou fausses, comme par exemple lorsque les souverains voulaient faire croire à leur légitimité ou à l'illégitimité de leur rival, mais une certaine manière d'agir sur eux, de manière que leur opinion, bien sûr, soit modifiée, mais avec leur opinion, la manière de faire des gens, la manière d'agir, leur comportement comme sujet économique, leur comportement comme sujet politique, etc. C'est tout ça, ce travail sur l'opinion du public, qui va être un des aspects de la politique de la vérité dans la raison d'État. Bon. En vous disant tout cela, il est bien entendu que je n'ai voulu en aucun cas vous faire la généalogie de l'État lui-même, ou l'histoire de l'État. J'ai simplement voulu vous montrer quelques faces, ou quelques arêtes, de ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, le prisme pratico-réflexif, le prisme réflexif tout simplement, dans lequel est apparu au fin XVIe, début du XVIIe siècle, le problème de l'État. Un peu, si vous voulez, comme si je vous disais, je n'ai pas voulu vous faire l'histoire en termes d'astrophysique de la planète Terre, j'ai voulu faire l'histoire du prisme réflexif qui a permis, à partir d'un certain moment, de penser que la Terre était une planète. Bon, c'est un petit peu la même chose, avec cependant une double différence. C'est que, quand on fait simplement l'histoire des sciences, quand on fait simplement l'histoire de la manière dont on a appris constituer un savoir tel que la Terre y apparaissait comme une planète par rapport au Soleil. Bon, quand on fait une histoire comme celle-là, il est bien évident qu'on fait l'histoire d'une série tout à fait autonome et indépendante et qui n'a rien à voir avec l'évolution du cosmos lui-même. Que l'on ait su à partir d'un certain moment que la Terre était une planète n'a influé en rien sur la position de la Terre dans le cosmos, ça va de soi. Alors que l'apparition précisément de l'État, à l'horizon d'une pratique réfléchie, à la fin du XVIe et du XVIIe siècle, a eu une importance absolument capitale dans l'histoire de l'État et dans la manière dont se sont effectivement cristallisées les institutions d'État. L'élément réflexif, l'élément par lequel l'État, enfin l'ensemble des processus par lesquels l'État est effectivement, à un moment donné, entré dans la pratique réfléchie des gens, la manière dont l'État, à un moment donné, est devenu, pour ceux qui gouvernaient, pour ceux qui conseillaient les gouvernants, pour ceux qui réfléchissaient sur les gouvernements et l'action des gouvernements tels qu'ils la voyaient, cette manière-là a été, à coup sûr, non pas le facteur absolument déterminant du développement des appareils d'État qui, encore une fois, existaient bien avant, l'armée, la fiscalité, la justice, tout ça existait bien avant, mais ça a été absolument capital, je pense, pour que tous ces éléments deviennent effectivement, entrent dans le champ d'une pratique active, concertée, réfléchie, qui a été précisément l'État. On ne peut pas parler de l'État chose comme si c'était un être se développant à partir de lui-même et s'imposant par une mécanique spontanée et comme automatique aux individus. L'État, c'est une pratique
L'État ne peut pas être dissocié de l'ensemble des pratiques qui ont fait effectivement que l'État est devenu une manière de gouverner, une manière de faire, une manière aussi d'avoir rapport au gouvernement. C'est donc cette espèce de prisme réflexif que j'ai voulu essayer d'isoler, et je terminerai maintenant en faisant simplement une remarque. Je tâcherai sans faire d'autre, je tâcherai de le faire la prochaine fois, mais ceci, c'est que dans cette analyse de la raison d'État, vue sous le biais du salut et du coup d'État, sous le biais de l'obéissance et de la sédition, sous le biais de la vérité avec l'enquête publique, eh bien, vous voyez qu'il y a tout de même un élément qui est à la fois, j'allais dire, présent et absent, présent, si vous voulez, d'une certaine manière, mais plus absent encore que présent. Cet élément, c'est la population. La population, elle est à la fois présente, si vous voulez, dans la mesure où, quand on dit « mais quelle est la finalité de l'État ?» et qu'on répond « la finalité de l'État, c'est l'État lui-même », mais c'est l'État lui-même dans la mesure où cet État doit être heureux, doit être prospère, etc. On peut dire que la population, comme étant le sujet ou l'objet de cette félicité, est légèrement esquissée. Quand on parle de l'obéissance, et que l'élément fondamental de l'obéissance dans le gouvernement, c'est le peuple qui peut entrer en sédition, vous voyez que la notion de population est légèrement présente. Lorsque on parle du public, de ce public sur l'opinion duquel il faut agir de manière à modifier ses comportements, on est déjà tout près de la population. Mais je pense que l'élément réellement réfléchi de la population, la notion de population, n'est pas présente et n'est pas opératoire dans cette première analyse de la raison d'État. C'est au fond une félicité sans sujet dont parle la raison d'État. Quand Chemnitz, par exemple, définit ce qu'est la raison d'État, il dit félicité de l'État et jamais félicité de la population. Ce ne sont pas les hommes qui doivent être heureux, ce ne sont pas les hommes qui doivent être prospères, à la limite même ce ne sont pas les hommes qui doivent être riches, c'est l'État lui-même. Et c'est bien ça, un des traits fondamentaux de la politique mercantiliste à l'époque. Le problème, c'est la richesse de l'État et pas celle de la population. La raison d'État, c'est un rapport de l'État à lui-même, une auto-manifestation dans laquelle l'élément de la population est, si vous voulez, esquissé mais non présent, esquissé mais non réfléchi. De la même façon, quand on parle des séditions avec Bacon, quand on parle de l'indigence et du mécontentement, on est tout proche de la population, mais jamais Bacon n'envisage la population comme étant constituée par des sujets économiques qui sont capables d'avoir un comportement autonome. On va parler des richesses, on va parler de la circulation des richesses, de la balance commerciale, etc. On ne va pas parler de la population comme sujet économique. Et quant à propos de la vérité, les théoriciens de la raison d'État insistent sur le public, la nécessité d'avoir une opinion publique. C'est en quelque sorte d'une manière purement passive que l'analyse se fait. Il s'agit de donner aux individus une certaine représentation, une certaine idée, de leur imposer quelque chose, et aucunement de se servir d'une manière active de leur attitude, opinion, manière de faire, etc. Autrement dit, je pense que la raison d'État a bien défini un art de gouverner dans lequel la référence à la population était implicite, mais précisément n'était pas encore entrée dans le prisme réflexif. Ce qui va se passer du début du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe, ça va être une série de transformations, grâce auxquelles ou à travers lesquelles cette espèce d'élément central dans toute la vie politique, dans toute la réflexion politique, dans toute la science politique à partir du XVIIIe siècle va être essentielle. Cette notion de population va être élaborée. Elle va être élaborée à travers un appareil qui a été mis en place pour faire fonctionner la raison d'État. Cet appareil, c'est la police. Et c'est l'intervention de ce champ de pratique que l'on va appeler la police. C'est cette intervention qui va, dans cette théorie générale et, si vous voulez, absolutiste de la raison d'État, faire apparaître ce sujet nouveau
Eh bien, c'est ça que j'essaierai de vous expliquer la prochaine fois. Voilà, merci.